Le système scolaire est rigide. Les attentes de notre société sont ultra standardisées. Et nous, parents d'enfants neuroatypiques, on nous demande de faire rentrer nos enfants dans ce moule qui ne leur correspond pas. On nous dit qu'il faut être strict, qu'il faut être constant dans ce qu'on fait, mais avec nos enfants neuroatypiques, ça ne fonctionne pas. Et qui en paie le prix? C'est eux, ils sont fatigués, ils nous font des crises, ils perdent confiance en eux et parfois on arrive même à mal-être profond. La clé majeure, c'est qu'il faut savoir s'adapter à nos enfants neuroatypiques et surtout éviter de tomber dans un piège. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un piège dans lequel nous, parents d'enfants neuroatypiques, on tombe régulièrement et qui nous empêche de nous adapter correctement à notre enfant. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables. Alors qu'est-ce que c'est le biais des coûts irrécupérables? En fait, c'est un mécanisme mental très puissant qui implique que quand on s'engage dans une certaine voie où on investit du temps, de l'argent, des émotions, on a du mal à en sortir parce qu'on pense toujours à tout ce qu'on y a investi dedans. Je vais vous donner un exemple très simple pour imaginer les choses simplement. Imaginons qu'il y a une personne qui soit au pied d'une montagne et qui décide de grimper cette montagne pour avoir une superbe vue et construire sa maison en haut de cette montagne. Donc imaginons qu'il fait énormément d'efforts pour grimper cette montagne, il a quelque chose sur le dos avec tout le matériel, il est tout seul, il s'épuise au milieu de la montagne et puis arrivé disons aux 2/3 de la montagne, quand il se retourne pour voir si la vue de la montagne est belle et si finalement cette montagne lui convient, il se rend compte en fait que non, il s'est trompé de montagne. Et que la montagne sur laquelle il devait être, elle est juste en face. Et que du coup, là où il est, la vue, elle est vraiment pas terrible. Et si il habite là, ça sera pas top. Mais sauf que ce mécanisme mental, le biais des coûts irrécupérables, fait que la majorité des gens vont décider de rester sur cette montagne parce qu'ils vont penser en priorité à tous les efforts qu'ils ont consentis pour arriver là. Donc, cette personne-là, elle se dit, bon, il me reste plus qu'un tiers à gravir et de toute façon, je serai en haut d'une montagne, peu importe cette montagne, de toute façon, ça sera une montagne. Alors que ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est redescendre et puis regrimper sur l'autre montagne. C'est ça le biais des coûts irrécupérables. Et nous, en tant que parents d'enfants neuroatypiques, on fait souvent cette erreur. Imaginons qu'on se dit, bon, allez, il va faire un sport, parce que il faut qu'on canalise son énergie, donc allez, il va faire du judo, ça devrait lui correspondre, parce qu'on a vu des vidéos ensemble, et puis il m'a l'air assez motivé. Donc on investit, on va dire, allez, 6 mois de séance, et puis au bout de 3-4 séances, notre enfant, il montre des signes en fait de démotivation pour aller à son cours de judo. Il nous montre qu'il est fatigué, arrivé à la maison, parfois il y a des crises qui explosent, et puis quand on lui dit mais pourquoi ça convient pas, il essaie de nous verbaliser en fait que finalement le judo ça ne lui correspond pas. Mais comme il a peur de nous décevoir, comme il sait aussi que on y a investi de temps, de l'énergie, de l'émotion, il n'ose pas trop. Et nous en tant que parents, on se dit, ouais, quand même, on a décidé ça ensemble tous les deux, on y a investi de l'argent, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça l'erreur. En fait, parfois, il faut accepter finalement que c'était peut-être une erreur, mais surtout, c'était un apprentissage. Parce que c'est en testant que ton enfant il s'est rendu compte que finalement, c'était une activité qui ne lui convenait pas. Et ça, sans avoir testé, il ne l'aurait pas su. Et toi, en tant que parent, bien sûr, tu ne vas pas tester 10 activités à 600 € tous les mois, mais il faut trouver un équilibre pour finalement accueillir le feedback de ton enfant et accepter qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas et que c'est ton rôle de parent de t'adapter pour finalement l'amener vers quelque chose qui lui convient davantage. Je te donne un autre exemple beaucoup plus simple à comprendre pour que tu comprennes bien vraiment le biais des coûts irrécupérables.
Imaginons que la grand-mère revient d'un super voyage au Pérou avec une plaquette de chocolat qui est très bonne et qui représente un peu le luxe du chocolat. Et il donne ce chocolat à ton enfant. Donc elle est toute fière de lui donner le chocolat et il en mange. Et 2 minutes après, en fait, ça lui donne de l'urticaire et des boutons. Du coup, premier réflexe que les parents font, ben, on stoppe le chocolat et on se dit peut-être, ben, tiens, il est allergique au chocolat. D'accord? C'est ton réflexe, tu arrêtes d'abord. Pourquoi? Parce que tu te dis que ça a une conséquence directement négative sur son corps et tu dois stopper ça. Bien que la grand-mère elle ait toutes les bonnes intentions du monde pour offrir le meilleur à son petit enfant, même si la plaquette de chocolat elle a coûté 300 €, même si ça a fait super plaisir à la grand-mère de l'offrir, même si, tu vas arrêter parce que c'est pas bon pour ton enfant. On est d'accord? Et bien pour certaines méthodes, ben, c'est comme cette tablette de chocolat, même si c'est garanti par tout le monde, même si tu y as investi de l'argent, juste parce que tu ressens, que ton enfant ressent que ben, c'est pas bon pour lui, alors tu dois accepter d'arrêter, tu dois accepter de t'adapter et de t'ouvrir à d'autres approches. Alors pour t'adapter vraiment aux besoins de ton enfant neuroatypique, je te propose ces 3 stratégies qui m'ont personnellement beaucoup aidé. La première stratégie, c'est d'oser sortir des sentiers battus et de tester des solutions inédites. Je te donne l'exemple en fait de ma fille. Pour ma fille, la lecture a toujours été quelque chose de très compliqué. On a essayé, mais un nombre incommensurable de techniques, que ce soit les livres, que ce soit les petits mots que je lui ai écrits, que ce soit des histoires audio, toutes les petites choses en fait qu'on voit dans les librairies, qu'on voit sur YouTube, j'ai essayé et elle avait toujours du mal avec la lecture et surtout elle n'arrivait pas à éprouver du plaisir dans la lecture, ce qui était pour moi vraiment problématique. Donc un jour, en fait, j'ai eu une idée de partager un moment qui sorte de la pression scolaire et qui amène un peu de choses ludiques. On a fait un karaoké. Et le karaoké s'est avéré être une solution géniale parce que y a plusieurs ingrédients. C'est qu'il y a les paroles qui s'affichent en même temps que le son. Donc elle arrive à connecter le son avec les paroles, avec la lecture. Quand c'est des chansons qu'elle connaît déjà, du coup elle est motivée, elle est entraînée et puis ça la motive pour connaître les paroles par cœur en lisant et en suivant la musique et surtout elle y éprouve du plaisir. Donc voilà, je ne pensais pas que finalement la lecture passerait davantage par le karaoké, mais voilà, il faut savoir en fait sortir des sentiers battus et tester des choses. Et la deuxième chose qui fonctionne actuellement avec elle pour la lecture, c'est ChatGPT. Pourquoi? Parce que ChatGPT s'adapte par rapport à ses besoins. C'est elle qui est pilote dans les choses. Donc voilà, ChatGPT, explique-moi la préhistoire en 500 mots, comme si j'étais un enfant de 8 ans. Et ben voilà, du coup ChatGPT se cadre par rapport à ses attentes à elle. Et du coup, elle a beaucoup plus de plaisir à lire parce qu'elle sait que ça va être court, elle sait que c'est quelque chose qu'elle a demandé et formulé d'une certaine manière. Donc vraiment, pour nous en tout cas, le karaoké et ChatGPT pour accélérer l'apprentissage de la lecture, ça a été des bons points. D'où le premier conseil qui est vraiment de sortir des sentiers battus et surtout de tester. Il n'y a que ça en fait. On teste, on fait un bilan, on ajuste. On teste, on fait un bilan, on ajuste. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on avance sereinement. Si tu apprécies ce contenu, s'il te plaît, abonne-toi ou laisse un commentaire. Et retrouve dans la description plus d'informations sur comment s'adapter à son enfant et sur la flexibilité parentale. Le deuxième conseil que je te donne pour t'adapter vraiment à ton enfant neuroatypique, pour répondre à ses besoins, c'est de ne pas se soucier du jugement des autres. On t'a certainement dit ça plusieurs fois, mais je le redis encore une fois, ne pas se soucier du regard des autres.
Parce que la vie des autres, ce n'est pas la vie que tu vis avec ton enfant neuroatypique. Ils ne connaissent pas ton enfant comme toi tu le connais. Alors oui, je sais, tu vas avoir des amis qui vont te dire « Ah, mais dis donc, faudrait que tu essaies d'être un peu plus constante dans ce que tu fais parce que dis donc, tu changes 10 fois de méthode. Comment veux-tu qu'ils s'y retrouvent ?» Ou alors Ah bah, t'es un peu permissive avec elle. Hein, moi, ça marche pas comme ça à la maison. Hein, ils ont un cadre comme ça et je peux te dire que oui, ça roule comme sur des roulettes. » Bah non, et non, bah non, avec un enfant neuroatypique, bah non, ça fonctionne pas comme ça. Donc déjà, il faut absolument que tu te détaches de ce jugement et du regard des autres. Comment? Ben, toujours en ayant comme réflexe que ce que tu cherches, toi, c'est pas de sauver la face par rapport aux autres. Non, c'est le bien-être de ton enfant, c'est l'épanouissement et le développement de ton enfant. Donc sors de ce regard et ben, c'est pas la peine non plus de répondre de manière agressive, hein, un petit sourire suffira, mais concentre-toi sur toi, la relation que tu as avec ton enfant, la connexion que tu as avec ton enfant, sur son bien-être, comment le décoder, comment y répondre pour que ben, au quotidien ça soit beaucoup plus serein. Et pour ça, en fait, quelque chose qui fonctionne bien, c'est de te rapprocher d'autres parents qui sont eux aussi avec des enfants neuroatypiques parce que vous vivez les mêmes choses, c'est-à-dire le stress qui est beaucoup plus important que dans d'autres familles, le fait qu'il y ait des agendas beaucoup plus compliqués parce qu'il faut jongler avec les rendez-vous médicaux, les devoirs qui sont plus compliqués, le boulot qu'on a à la maison, les choses qu'on a à faire à la maison. Donc ça rapproche en fait d'être avec des familles qui ressentent la même chose que nous. Le troisième conseil que je te donne pour vraiment savoir t'adapter à ton enfant neuroatypique, c'est d'encourager ton enfant neuroatypique à participer aux ajustements que tu fais. C'est de lui demander directement en fait si ça a fonctionné pour lui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que c'était difficile pour toi? Comment on pourrait fonctionner ensemble pour que ce soit encore mieux la prochaine fois? Et au final, tu vas voir, c'est lui qui va te donner des indices de comment ça fonctionne. Pour ma fille, par exemple, qui est maintenant dans une école associative inclusive, je sais que les effectifs réduits et le fait qu'elle est comme amie des enfants qui sont comme elle, qui sont aussi avec des troubles 10 par exemple et une hypersensibilité, ça a été un facteur vraiment très important, en plus de la bienveillance en fait du corps professoral. Et c'est elle qui m'a donné ces indices. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était très important pour elle finalement d'avoir un cercle amical. Donc sachant ça, tu encourages en fait le fait qu'elle rencontre ses amis en dehors de l'école. Par exemple, c'est comme ça qu'on a mis en place des soirées pyjama à la maison. Ça m'a permis de mieux la comprendre, de mieux comprendre ce qu'elle vit à l'école, de comment sont ses autres copines et puis comment ses autres copines vivent ces neuroatypies au quotidien. Donc ça a été des indices vraiment forts. Et puis, par exemple, l'autre ajustement qu'on a eu par rapport au soutien scolaire, c'est que y a une personne qui est avec nous maintenant depuis 3 ans, qui aide Mélissa, Madame Judith, dans ses cours de soutien en anglais. Et elle m'a dit que tiens, avec Madame Judith, ça se passe vraiment très bien. Et au-delà des cours d'anglais, il y a vraiment une connexion émotionnelle qui se passe bien avec cette dame. Et j'ai compris que pour ma fille, c'était vraiment très important. Donc au-delà des cours d'anglais, j'ai sollicité sa prof aussi particulière à l'aider pour structurer ses idées, pour l'aider à prendre un peu mieux la parole à l'oral. Et ça se passe vraiment bien. Donc quand j'ai compris que finalement pour ma fille, la connexion émotionnelle était un levier très important dans ses apprentissages et dans son bien-être, j'essaye encore aujourd'hui de mettre les choses en place pour que ce levier-là, cette motivation-là soit respectée. Donc je dirais quelque part que pour s'adapter vraiment aux besoins de ton enfant, s'adapter à ton enfant, c'est finalement mettre en place une certaine flexibilité parentale. Et la flexibilité parentale, ça ne veut pas dire renoncer à des valeurs, renoncer à des principes qui te sont chers. Non, c'est juste accepter une vérité qui est essentielle.
Ton enfant n'est pas un projet qui est fini. C'est une œuvre qui est en constante évolution. Et tu dois être à ses côtés pour l'aider dans ce développement et dans cet épanouissement. Quand tu réussis à lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus, tu offres à ton enfant un vrai modèle, un exemple de résilience, d'adaptabilité, de flexibilité. C'est en étant flexible, c'est en t'adaptant à lui que déjà tu lui montres qu'il est une priorité dans ta vie et surtout que changer de direction, ce n'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve de courage. En t'adaptant à ton enfant, en prenant en compte ses propres ajustements, tu te libères d'un poids qui est vraiment lourd, celui de la perfection. En étant flexible et en t'adaptant à ton enfant, finalement, ce que tu privilégies, c'est la connexion, la relation que tu as avec lui, qui est basée sur l'écoute, la patience et le respect. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je peux ajuster ici et maintenant pour mieux répondre aux besoins de mon enfant? La chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos enfants neuroatypiques, qu'ils aient des troubles 10, qu'ils aient des troubles de l'attention, qu'ils soient haut potentiel, qu'ils aient des troubles du spectre de l'autisme ou qu'ils soient hypersensibles, nos enfants ne sont pas des problèmes à corriger. Nos enfants sont des moteurs de changement dans nos sociétés. Leur unicité est une richesse exceptionnelle et nous devons mettre en valeur leur unicité. Et pour mettre en valeur cela, nous devons nous adapter à leurs besoins. Alors si tu veux que je t'accompagne dans cette mission, n'hésite pas à aller sur mon blog optimismecool.com. Tu pourras y récupérer un kit de survie qui t'aidera à mieux comprendre nos enfants neuroatypiques et à mieux révéler tout leur potentiel.